3 semaines ont suffi aux cadres et agents de la DGRAD pour examiner en profondeur tous les problèmes socio-administratifs du personnel de cette régie financière. D'importantes résolutions et recommandations sont assorties de ces assises dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de maximisation des recettes non fiscales de l'État. Le déploiement de la chaîne de la recette publique est devenu une réalité évidente en RDC. Félicien Moulenda et Jean-Jacques Kayembe, respectivement coordonnateurs du comité technique de suivi des réformes et chefs du projet d'interfaçage des régies financières, ont expliqué le contour de cette grande réforme à Jérôme Sekana Papa dans un numéro spécial de fiscalité et développement dont vous suivrez un extrait dans cette émission. Et puis les experts de différents secteurs de la vie nationale et les membres des organisations de la société civile ont analysé le cadre budgétaire à moyen terme 2020-2022. Objectif: apprendre à accroître la transparence et la participation citoyenne dans l'élaboration du budget de l'État par des compositions et solutions partagées. Ce séminaire d'orientation budgétaire a été appuyé financièrement par le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans cette édition de fiscalité et développement dans une présentation de Priska Sekana Kinzonzi. Aïni, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 27e édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe de questions économiques, finances publiques et dossiers de développement au pays de Simon Kimbangu. Ces magazines partent de travaux de la commission ad hoc de la DGRAD chargée d'examiner le problème socio- et administratif du personnel qui s'est finalement clôturé par une note de satisfaction après 20 jours de discussion. Les participants venus de toutes les provinces, notamment des directeurs centraux et provinciaux, chefs des divisions, chefs de bureau, ainsi que les délégués syndicaux. Tous ont décelé durant ces travaux tous les maux qui dérangent les fonctionnements de cette régie financière appelée à donner à l'État congolais les ressources financières provenant de recettes non fiscales. Ils ont à cet effet proposé de pistes de solutions pour une bonne mobilisation des recettes pour le compte général du Trésor public. Philo Cholet et Fonfon Makito pour les détails. C'est ici, dans la salle de la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, que près de 100 cadres et agents de la DGRAD, composés des directeurs provinciaux et centraux, des chefs des bureaux et des divisions, ainsi que des présidents syndicaux, ont atterri en douceur dans les cadres des travaux de la commission ad hoc chargée d'examiner les problèmes sociaux et administratifs des cadres et agents de cette régie financière. Organisé à l'initiative de la haute direction sous la houlette du directeur général Magui Sambi Kikoutoué, les participants se sont mobilisés pendant 3 semaines d'intenses travaux afin d'apporter des solutions à tous les maux qui rongent les fonctionnements de cette institution pour mobiliser davantage les recettes non fiscales pour le compte du Trésor public. Je suis confiant que la commission a fait un travail titanesque et que nous avons obtenu des résultats qui satisferont tout le monde. Voilà en gros. Alors il s'agit ici, nous avons pris tous les problèmes des agents, parce que vous savez que nous sommes une régie financière et notre tâche c'est la mobilisation des recettes du Trésor. Si nous avons des agents qui ne se retrouvent pas, si on n'arrive pas à gérer de la bonne manière les ressources humaines, le résultat en termes de mobilisation des recettes suivront difficilement. Durant les travaux en 5 sous-commissions, les échanges se sont tenus sans embâche dans un climat de solidarité. Les ordonnateurs de l'État se sont au cours de ces assises appropriés d'un logiciel de gestion du personnel qui permet de gérer le cadre et agents en temps réel. Après 3 semaines de travaux, le participant sur base de 33 thématiques analysées et examinées ont formulé 50 recommandations devant faire de cette régie financière la plus performante. Au cours de ces assises, sur 33 thématiques examinées, les participants ont formulé 50 recommandations en précisant les modalités pratiques de leur mise en œuvre.
Cependant, il convient de préciser que cette mise en œuvre nécessite une planification qui tient compte de l'impact financier dans les revenus des cadres et agents de la DGRAD. C'est pourquoi il a été résolu de mettre en place un comité de suivi qui aura, entre autres missions, d'accompagner la haute direction dans la mise en œuvre des dites recommandations. Le directeur général de la DGRAD, Magui Sambi Kikoutoué, qui a ouvert et clôturé ses travaux, a appelé tous les participants à changer les choses pour atteindre les objectifs assignés à la régie. Les divisions de l'administration qui sont ici, la direction de l'administration. Nous ne pouvons pas réussir ces recommandations sans votre implication dans cette logique. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui ensemble, ce que vous venez de faire, c'est le début du commencement d'un nouvel aperçu de la DGRAD actuellement. Nous devons avoir un comité de suivi. Moi, j'aimerais même peut-être préciser que ça doit être un comité permanent de suivi jusqu'à l'épuisement total de toutes les recommandations. C'est pourquoi je serai, moi, une personne heureuse si les jours que je vais signer pour ce qui dépend de mes compétences, le premier acte qui sera la recommandation de cette conférence. Tout un chacun à son niveau, puisque c'est ça le problème encore, puisse être, comment dirais-je, l'ambassadeur de cette commission auprès de ses agents. Pour lier l'utile à l'agréable, chaque participant aux assises a été convié à la signature du rapport final pour marquer sa détermination à faire de la DGRAD une régie d'excellence capable à mobiliser le maximum des recettes intenses de l'État à travers toutes les administrations. Vous êtes certainement habitué à ce qu'on appelle chaîne de la dépense avec ses 4 phases, la constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Aujourd'hui, une grande réforme a vu le jour en République démocratique du Congo. C'est celle de la mise en place de la chaîne des recettes. Au cours d'une émission spéciale avec les responsables du comité technique de réforme, CTR, et du projet interfaçage de régie financière, il a été question de savoir ce que c'est réellement la chaîne des recettes, en quoi consiste-t-elle. Voici un extrait de cette émission. La chaîne de la dépense, c'est bien entendu un projet qui passe par un certain nombre d'étapes. Alors la première étape, comme je vous ai dit, était de fiabiliser les systèmes informatiques des différentes régies. Alors, dans ce cadre-là, grâce à ce projet interfaçage des régies financières, soit dit en passant, qui a été mis en place à travers le contrat de désendettement et développement signé entre notre pays, la République démocratique du Congo et la République française, des ressources ont été mises à part pour justement financer ces processus. Alors, dans le cadre de l'initiative PPTE. Voilà, je vais y revenir. Le contrat de désendettement et développement lui-même, c'est une conséquence de l'initiative PPTE, donc de l'atteinte du point d'achèvement par notre pays. Alors, on a mis en place les premières briques. Les premières briques consistent en quoi? C'est d'abord d'essayer de fiabiliser les systèmes informatiques des différents intervenants. À la DGI, on a essayé de fiabiliser les différents îlots qui avaient. Ce processus est en cours. On a aujourd'hui câblé tous les bâtiments, tous les 7 étages de la Direction générale des impôts. On a câblé la DGE, on a câblé le CDI pour permettre déjà d'automatiser la circulation de l'information au niveau de cette région. De l'autre côté, à la DGRAD, on est en train d'implémenter un logiciel de recettes non fiscales
qui permettra à la DGRAD non simplement d'automatiser les 2 phases qu'elle met en œuvre, donc la phase d'ordonnancement et de recouvrement, mais aussi de pouvoir automatiser ses relations avec les services d'assiette. Et la liquidation et la constatation et la liquidation reste au niveau des services d'assiette. Voilà. Alors, mais ces services ne sont pas concernés? Non, justement. Donc, le logiciel qui est en train d'être implémenté à la DGRAD permettra de connecter la DGRAD automatiquement avec les services d'assiette. Donc, les 4 phases sont prises en charge. Exactement, pour prendre en charge les 2 phases qui sont au service d'assiette. À ce premier stade, parce que maintenant que le logiciel est en cours d'implémentation, la première étape consiste d'abord à sécuriser les phases qui sont encadrées par la DGRAD. Et dans une seconde phase, on va étendre le logiciel aux phases qui sont encadrées par les services d'assiette. Et du côté de la DGDA? Et du côté de la DGDA, vous savez que la DGDA a l'avantage d'être très informatisée. D'être informatisée et surtout d'être alignée à un système informatique recommandé par la CNUSET dans le cadre des procédures de douanement au niveau international. Notamment avec les logiciels Sidonia World. Et donc, l'apport du CDD était de pouvoir également au niveau interne fiabiliser les logiciels de gestion de cet à ce niveau. Et nous avons l'ambition également d'accompagner le projet, je veux dire, à l'ambition d'accompagner la DGDA à pouvoir implémenter son réseau dans les zones qui ne sont pas encore couvertes. Est-ce qu'avec cette réforme, avec ces logiciels, on peut dire que fini les désordres, tout ce que feront les opérateurs économiques, les assujettis ou contribuables, sera automatiquement connu des responsables attitrés? Merci beaucoup, Jérôme. Je rentre un peu sous ce que le Cordo a dit. Le but de ce projet, c'est qu'on doit connaître le profil fiscal de tous les contribuables. Pour connaître le profil fiscal d'un contribuable, il faut bien le connaître, quelles sont les opérations qu'il fait avec chacune de ces régies. C'est comme ça qu'on a eu cette idée de créer une plateforme, un data warehouse, donc une banque de données, où on va verser toutes les informations en temps réel. C'est-à-dire que quand une opération elle se fait avec la douane ou la DGI, automatiquement, ou la DGRAD, les informations sont reversées sur la plateforme. Afin que les opérationnels qui sont à la DGI ou à la douane ou à la DGRAD ne se laissent plus rouler dans la farine. Ils vont consulter juste là, en temps réel, ils voient que le profil fiscal du contribuable X est tel. Mais il faut quand même formuler la réquisition pour accéder à cette information. Non, le problème c'est que il y a des attributions, des droits. Là, c'est le ministre de Finances qui va déterminer qui aura droit ou les accès à cet entrepôt de données. Mais on sait d'abord que les opérationnels auront droit dans le cadre de leur exercice de tous les jours. Et puis, pour d'autres services de contrôle et tout ça, ils doivent requérir des droits auprès de son Excellence le ministre de Finances. Ce que je voudrais encore dire sur Isis Régie. Vous allez remarquer que c'est le grand livre des opérations de l'État. C'est-à-dire que dans Isis Régie, on va de manière infinitésimale avoir à retracer paiement par opérateur économique, de la banque commerciale jusqu'à l'appurement. C'est-à-dire que cette traçabilité va permettre d'installer la transparence dans toutes les opérations. Quand un contribuable paye dans une banque commerciale, tout le monde sur le système peut voir que tel a payé tel jour et à telle heure. Et on peut suivre ce paiement au fur et à mesure qu'il évolue jusqu'au nivellement. Et actuellement, avec le système national de paiement, le nivellement est automatique. Il sera fait automatiquement et en temps réel, cette information retourne à la régie pour les appurements, comme le Cordo l'a dit. Et toutes ces informations qui sont sur Isis Régie seront reversées sur cet entrepôt de données pour faire une image de toutes les opérations des recettes dans notre pays. On peut les analyser en temps réel, on peut tirer les statistiques, on peut faire des analyses par les bureaux d'études et tout ça en temps réel pour voir comment est-ce que l'État est en train de collecter les recettes de l'État.
Organisée par le ministère national du budget, la 8e session du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2020 s'est clôturée le jeudi 4 juillet dernier au Salon Congo du Pullman Hôtel de Kinshasa. Pendant 3 jours, les experts de différents secteurs et le membre des organisations de la société civile ont analysé les cadres budgétaires à moyen terme, c'est-à-dire de 2020 à 2022, avec comme objectif apprendre à accroître la transparence et la participation de l'élaboration du budget par des compositions et solutions partagées. Ces séminaires d'orientation budgétaire a été appuyé par le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Reportage signé Jocelyn Baba, Jean-Lumia Suekama et Céline Boumba. Angelani. Des missions de contrôle, il faut voir maintenant qu'est-ce que... Préparer les leaders de la société civile afin qu'ils soient lourdement outillés au cours du prochain séminaire d'orientation budgétaire convoqué par le ministre national du budget. C'est l'objectif poursuivi dans cet atelier préparatoire relatif à la participation de la société civile au processus d'élaboration du budget exercice 2020. Organisé du 18 au 21 juin 2019 à Pullman Hôtel de Kinshasa, ces assises sont appuyées par les projets de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Nous venons d'avoir un atelier préparatoire de la participation des organisations de la société civile à l'élaboration du budget du pouvoir central pour 2020. Et bientôt, le ministère du Budget va convoquer les séminaires d'orientation budgétaire. Donc il s'agissait de préparer les leaders de la société civile pour qu'ils soient à même de pouvoir avoir une participation professionnelle et efficace à l'occasion du séminaire d'orientation budgétaire. Mais quelques jours après la tenue du séminaire d'orientation budgétaire, il y aura aussi l'organisation de conférences budgétaires. Là encore, la société civile va y participer. Donc, pour ces 2 grands rendez-vous, nous avons eu cet atelier préparatoire que nous venons de clôturer aujourd'hui. Ça fait 4 jours qu'ils sont venus. Après ces travaux préparatoires, débute mardi 2 juillet, toujours dans le même cadre, les séminaires d'orientation budgétaire exercice 2020, sous l'égide du ministère du Budget, en collaboration avec le comité d'orientation de la réforme des finances publiques OREF, avec l'appui de son projet Profit Congo et une participation active de la société civile. Les ministres d'État en charge du budget donnent les grands axes de ces assises. Le chef de l'État a indiqué les priorités pour la République. Il y a d'abord la sécurité, vous l'avez suivi, c'est une des priorités. Le reste peut se résumer en une seule phrase. C'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais, la lutte contre la pauvreté. Le discours doit être celui du développement aujourd'hui. Voilà un peu les indications qui ont été les siennes, que nous essayons de traduire dans le budget de l'État, secteur par secteur. Après 3 jours d'échanges et d'intenses travaux, les séminaires d'orientation budgétaire de l'exercice 2020 se clôturent le jeudi 4 juillet. Experts des différents secteurs clés de la vie nationale et organisations de la société civile ont pu aboutir à des résolutions qui vont dans le sens de rencontrer les préoccupations de la population. Cette démarche s'inscrit dans une logique de transparence et de participation citoyenne au processus d'élaboration du budget. Le directeur exécutif du réseau Gouvernance économique et démocratie REGED, Bishop Abraham Djamba Samba Wachako, s'est dit satisfait de constater que le gouvernement congolais ait répondu favorablement aux desiderata de la société civile sur tous les plans. Nous venons de participer à ces séminaires d'orientation budgétaire. Nous sommes vraiment satisfaits parce que pour la toute première fois, le gouvernement, au travers du ministre du Budget, a répondu à notre argumentaire. Parce que nous avons l'habitude de déposer des propositions sous forme d'argumentaire au début de chaque séminaire d'orientation budgétaire. Alors, vous avez entendu dans les discours de clôture que Son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, a répondu pratiquement point sur point par rapport à ce que nous avons demandé, tant sur le plan des recettes, sur le plan de dépenses, que sur le plan
de certains autres préalables qui peuvent permettre qu'on ait une mobilisation des recettes qui permettrait que le budget puisse être conséquemment financé. Mais pendant les travaux aussi, les experts citoyens de la société civile ont été dans tous les 15 groupes, particulièrement les groupes sociaux qui intéressaient les secteurs sociaux, l'agriculture, la santé, l'éducation. Et nous avons fait aussi des propositions de vive voix qui ont été intégrées dans la réflexion sur les choix des politiques. Procédant à la clôture de ces travaux, le ministre d'État en charge du budget, Jean-Pierre Kangoudia, a salué la participation active des participants à ces séminaires d'orientation budgétaire, exercice 2020, qui a aussi porté sur les axes stratégiques de mobilisation des ressources internes. Le code de douane donne tout le pouvoir nécessaire à la douane de contrôler les marchandises, les moyens de transport et les personnes sur l'ensemble du territoire douanier de la République démocratique du Congo. Le territoire national comprend l'espace aérien, terrestre et ses eaux territoriales. Voici les explications de Michel Ouangui dans cet élément. Le code des douanes donne le droit aux agents de douane d'organiser des visites impromptues de marchandises, des moyens de transport et des personnes. L'article 39, par exemple, stipule que tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions des agents de douane. Ces derniers, sous réserve de se conformer aux dispositions en la matière, peuvent ériger des barrages pour procéder au contrôle. Ils peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur injonction. L'article 40 mentionne qu'à l'intérieur de la zone maritime, fluvial ou lacustre du rayon des douanes, les agents de douane peuvent visiter tout navire et se faire présenter les documents attestant le tonnage du navire ainsi que l'origine de la déclaration de chargement qui vise et dont ils se font remettre copie. Ces agents peuvent poursuivre même en haute mer et employer tous les moyens appropriés pour faire stopper les navires qui, arrivés dans la zone maritime du rayon des douanes, n'ont pas obtempéré à leur formation et ne sont pas arrêtés à leurs injonctions. L'article 41 dicte que les agents de douane peuvent aller à bord de tous les navires, y compris les bâtiments de guerre qui se trouvent dans les ports. Ils peuvent demeurer jusqu'à leur déchargement ou à leur départ. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents de douane et les accompagner dans la visite des navires. Ils doivent aussi présenter aux 10 agents l'état général des chargements des navires. Les agents de douane peuvent demander l'ouverture des écotilles, des chambres et armoires de ces navires ainsi que des colis désignés pour la visite. Cela étant, tout importateur ou exportateur doit avoir en tête que les douaniers ont le droit de vérifier leurs marchandises sur tous les territoires douaniers de la République démocratique du Congo. Les territoires douaniers comprennent les territoires de la République démocratique du Congo, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien. Les Congolais doivent désormais s'habituer à la présence de plusieurs opérateurs de secteur des assurances en RDC. La libéralisation de ces secteurs des assurances est effective en République démocratique du Congo, dont le processus est mené par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle. Que comprendre par assurance? Comment est mené le processus de libéralisation? Voici la réponse dans ces documents. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive. Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS.
la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA. La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel. La mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance, l'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire, nous avons de nouvelles sociétés d'assurance ? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable, conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel et le marché est ouvert. Parlons à présent du projet de développement du pôle de croissance ouest PDPC financé par la Banque mondiale dans le cadre de la zone économique spéciale de Maluku. Le projet a remis officiellement le vendredi 5 juillet dernier un terrain de football à la population de Maluku. C'est une compensation offerte aux jeunes de cette commune qui avaient perdu leur terrain lors de l'érection du mur de clôture de la zone économique spéciale de Maluku. Ce, dans le cadre de la politique du projet. Les détails avec Patience Oumilia Bokole et Céline Bumba Angelani. Ce coup d'envoi du match de football opposant l'équipe des Terres Jaunes à celle de Longangue marque la cérémonie de la remise officielle du terrain de football à la population de la commune de Maluku. Après la mi-temps, menée par 1-0 par l'équipe de Longangue, intervient la remise symbolique d'un lot de maillots, ballons et autres équipements de football. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la politique environnementale et sociale de la Banque mondiale qui stipule qu'une compensation doit être faite en cas de destruction d'un bien communautaire lors de la mise en œuvre d'un projet d'intérêt public. Explication du coordonnateur national de la CFF, Alain Lungungu. Ceci s'inscrit dans les politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la banque. Il y avait un terrain ici. Si l'on avait clôturé le site tel que prévu, on aurait enclavé le terrain et les jeunes ne pourraient plus profiter de leurs loisirs sur ce terrain.
L'esprit était donc de contourner le terrain, d'aplanir le terrain et de remettre aux jeunes un nouveau terrain pour qu'ils continuent à jouer au football. La gestion de ces terrains revient à l'autorité communale dont le représentant du bourgmestre a exprimé sa satisfaction à l'égard de la Banque mondiale pour le geste posé à travers le projet de développement du pôle de croissance Ouest PDPC. Nous sommes là pour organiser la gestion du terrain. On a lancé le message aux jeunes de pouvoir sécuriser le mur. Parce que s'ils détruisent les murs, ça sera à notre désavantage. Non, le projet est à notre avantage, comme je disais. Les jeunes de Maluku, il y a des ceux qui vont rester jouer le football, mais il y a des ceux qui seront intégrés dans des sociétés ou des entreprises qui seront érigées dans la concession. Les bénéficiaires qui sont des jeunes accros au football ont également remercié le bailleur de fonds pour cette compensation qui améliore leurs conditions des jeux. Pour par rapport à terrain de la précision de CP parce que tant on basi o ya biso to zalaki na yango tant ba be o sape moi sacrifice que to ba luka so moi place ba pesa biso pe to bana o sakana yo mo bi jeunesse le les o sakana à part o sakana mususu ezate to mo pe bango pe batiki pe biso bongo pete ba pousser petit pe na biso pe moi varez moi ballon pe balle pe beta pona makama mi vraiment wana biso to go be bisate po ba bige te ndaku na moko olingo be bisango te oza place na biso moko to kolinga te mi ozo sa esthétique quartier na biso te ba mo compter zo quartier za ba clôture minene ya makasi ande biso eza mo avantage moko pour na biso pour na ba jeunes ils ont un peu moins chômage moi distanciation monsieur eza a te to betara bali moi cop bani eza ka cadre de jeunesse senga merci na AZS merci bien na Banque mondiale na projet ou ba sali biso a eloko ba sali biso to féliciter ba makasi na Maluku mobimba guerre ou ba sali biso pe en plus eza munene ko lekeza yango to moni na clôture makambo belé to sala. Faisons d'une pierre deux coups. La délégation de la CFF et de l'Agence des zones économiques spéciales AZES a profité de l'occasion pour se rendre compte de l'évolution des travaux du mur de clôture de la zone économique spéciale de Maluku. Lancé en fin mars 2019, le chargé de mission de l'AZES qui en assure la supervision s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. La pierre a été posée le 29 mars. Il est prévu normalement que le 31 juillet, les travaux prennent fin. Nous avons tenu une petite réunion au niveau du chantier là-bas. On nous a informé qu'on a déjà fait pratiquement 92% des travaux. Donc je crois que d'ici la fin de ce mois, on va nous remettre cet espace-là pour que nous, à notre tour, nous puissions maintenant le confier à l'aménageur qui a été recruté pour commencer les travaux d'évaluation de la zone économique spéciale. Ici est de rappeler que la construction du mur de clôture de ce centre de production protégé est financée par la Banque mondiale à travers le projet de développement du pôle de croissance Ouest PDPC coordonné par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles CFF. Si vous êtes industriel, sachez que vous êtes soumis au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPI. C'est en tout cas le message du Fonds de promotion de l'industrie contenu dans cet élément. Regardez. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le nouveau système coopératif africain esquisse d'un programme de développement intégré des activités socio-économiques dans les zones rurales subsahariennes. Tel est le titre d'un ouvrage écrit par l'inspecteur général des finances, Albert Lutete Mvwemba, et porté sur le fonds baptisme samedi 6 juillet 2019 à Luozi, dans le Congo central. Avant la réception du baptême de l'ouvrage, l'auteur s'est confié à notre confrère Jean-Lumière Suekama pour parler de motivation de la rédaction de ce livre.
le constat que nous avons fait, et dans beaucoup de pays africains, les structures socio-économiques héritées de l'époque coloniale continuent à bloquer la croissance économique dans ces pays. Et même si certains pays peuvent réaliser durant plusieurs années des taux de croissance élevés, mais ce sera très difficile d'atteindre et d'accéder au statut de pays émergent tant que le potentiel économique de chaque pays n'est pas rationnellement exploité. Pour ce qui concerne par exemple la République démocratique du Congo, notre pays, nous sommes à un revenu par habitant de $460 américains. Et pour accéder au niveau de l'émergence, il nous faudrait faire des efforts pour arriver à un minimum de $10 000 par habitant. Il n'est plus question de faire des résultats sur le plan de croissance économique uniquement. Il faut fondamentalement restructurer les économies africaines afin qu'on puisse exploiter les chaînes de valeur dans les milieux informels et ruraux et relever les niveaux de la productivité afin que les couches sociales les plus démunies puissent avoir des revenus. Et donc c'est cela que nous suggérons, le paradigme du système coopératif qui permet à ce que toutes les populations qui aujourd'hui sont dans des activités de survie dans les secteurs informels et dans le monde rural retrouvent des entreprises qu'ils vont autogérer et de manière à ce qu'ils puissent devenir de vrais entrepreneurs dans un monde où ils pourront co-gérer et convoler dans des joint ventures avec l'État, avec les autres opérateurs économiques plus puissants, avec les entreprises transnationales, pour principalement s'occuper de leurs besoins existentiels dans un premier temps. Et quand les revenus vont s'élever, ils pourront, à travers les coopératives d'épargne, créer des fonds d'investissement pour investir dans d'autres secteurs. En dehors de nos frontières, sachez que le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est ouvert le 4 juillet à Niamey au Niger, où les dirigeants africains ont discuté du libre-échange et de la paix sur le continent, conformément à l'agenda 2063. Exprimant à la veille de la réunion, Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, a déclaré, je cite, « Nous entrons dans la phase la plus critique de la création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA, sa mise en œuvre. Cet espace permettant à la société civile de participer à l'élaboration du processus de mise en œuvre de l'accord est essentiel pour que l'accord fournisse les résultats escomptés aux personnes concernées, monsieur et madame tout le monde. C'est ce qui a justifié le forum de la société civile réuni lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine célébrant l'entrée en vigueur de l'accord de la ZLECA et le lancement de la phase opérationnelle du marché de la ZLECA qui comprend également le lancement du cadre de dialogue consultatif de cette zone et vise à renforcer le commerce intra-africain. Retour au pays pour savoir les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le marché de Kinshasa au samedi 27 juillet 2019. Naomi Makwela a collecté les différents prix que vous pouvez retrouver dans ce commentaire de Philo Cholet Bapeke. Baisse de prix du poisson chinchard sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une baisse. Il est passé de 115 000 francs congolais à 108 500 francs congolais, soit 6 500 francs congolais de réduction par rapport à la semaine passée.
nous sommes au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le coût du même carton de poisson chinchard a reculé de 95 000 francs congolais à 91 000 francs congolais, soit 4 000 francs congolais de moins. Au marché Zikida, le prix a chuté de 96 000 francs congolais à 91 000 francs congolais, soit 5 000 francs congolais de moins. Et enfin au marché Gambela, un carton de poisson chinchard qui coûtait 93 000 francs congolais se vend actuellement à 90 000 francs congolais. Cette baisse du prix du poisson chinchard est due à son abondance sur les marchés de Kinshasa. Du côté sucre, un sachet de 5 kg a coûté 6 500 francs congolais au marché de la Liberté et Centrale et 7 000 francs congolais au marché Zikida et Gambela. Pour les riz, le prix d'un sac de 25 kg qui coûtait 33 300 francs congolais se vend actuellement à 33 250 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Hausse des prix au marché central où les coûts du même sac est passé de 33 700 francs congolais à 34 400 francs congolais. Même constat fait au marché Zikida où le prix est passé de 33 000 francs congolais à 34 000 francs congolais. Stabilité du prix au marché Gambela où le sac du riz de 25 kg a valu 34 000 francs congolais. Cette hausse du prix du riz est due à sa rareté sur le marché de Kinshasa. Du côté produit sec, le prix d'un sac de manioc en provenance de la province du Kulu et du Congo central est resté inchangé d'une semaine à l'autre à 90 000 francs congolais au marché de la Liberté. Hausse par contre au marché central où le prix du produit est passé de 90 000 francs congolais à 95 000 francs congolais, soit 5 000 francs congolais de hausse. Hausse également au marché Zikida où le prix est passé de 90 000 francs congolais à 105 000 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, pour obtenir un sac de foufou, il faut débourser 80 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon de prix avec le maïs graine. Un sac de 100 kg qui s'est vendu à 90 000 francs congolais n'a pas bougé d'une semaine à l'autre. Nous sommes au marché de la Liberté. Hausse par contre au marché central où le produit est passé de 100 000 francs congolais à 112 000 francs congolais. Au marché Zikida, un sac se négocie actuellement à 120 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour obtenir un sac de maïs, il faut débourser 110 000 francs congolais. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation du 6 juillet 2019 sur les principaux marchés de Kinshasa. Sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 5 juillet 2019 un dollar américain à 1645,88 francs congolais, un euro à 1873,62 francs congolais et un franc CFA à 2,85 francs congolais. Au samedi 6 juillet 2019, au parallèle, le taux était à 1640 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 1668 francs congolais le dollar, précisément sur l'avenue Tombalbaye au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Ndjili, le taux demeure depuis plusieurs mois à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Nous sommes à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais. 1610 francs congolais, taux observé à Inongo dans la province du Mai-Ndombe. À Lubumbashi et dans le Haut-Katanga, le dollar américain s'est négocié à 1630 francs congolais, même taux constaté à Bouende dans la province de la Chuapa. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, la devise américaine s'échangeait à 1640 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Beni, dans la province du Nord Kivu, où un dollar américain s'échangeait à 1650 francs congolais. Sur le marché international, la majorité de prix de matières premières sont en hausse, comme nous renseignent les différentes tendances de cours de principales matières premières collectées au cours du deuxième fixing du samedi 6 juillet 2019. Ruben Mayoni, Ntiaki Yunga. Les cours de brut sont en hausse cette semaine. À Londres, le baril a coûté 64,49 $ américains, soit une hausse de 2,07%. Hausse également de 1,84% à New York, où le même baril s'est vendu à 57,71 $ américains. Après la baisse de la semaine passée, la tonne du métal rouge a affiché une hausse de 0,69%,
se vendant à 5 909 $ américains. À 28 600 points, la tonne du cobalt a affiché une stabilité à la fin de cette semaine. L'once du métal jaune, de son côté, est en baisse de 1,20% pour se situer cette semaine à 1387,70 $ américains. La tonne du maïs est en forte hausse de 4,96%, se négociant à 434 $ américains. Celle du riz s'est vendue à 11,21 $ américains, en hausse également de 2,14%. Le prix de la tonne du blé est en hausse de 3,13% pour se situer à 519 $ américains. La tonne du café de son côté a coûté 111 $ américains, soit une hausse de 1,32%. Celle du cacao s'est vendue à 2463 $ américains, en baisse cette fois-ci de 0,36%. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en baisse de 0,50%, se vendant à 66 $ américains. La sensibilisation sur les recensements généraux des entreprises se poursuit notamment sous la supervision de l'Institut national de la statistique INES pour communiquer et permettre aux communs de mortels de comprendre le bien fondé de cette opération. Suivez plutôt ces sketchs. Mbotema. Hein? Oh, mais finalement, community tata. Lobi le loki okuna batompa ku basala kiao. Lobi basusu bayaki. Siko lelo komi tourna bino. Mais na comprendre papa na ngatala. Ba biro na bino sakana ba sende po fanda la ngote. Oh, isala kanini ko? Ba to couper maté. Bon, OK, c'est bon. Bonini. Maman. Boza ya service. Toza ba agent ya Ines. Toza bon pour na ko recenser ba entreprise nyonso ya Congo. Ya toza besoin de renseignements pour na ko identifier entreprise na bino. Et qu'est-ce que moi là j'ai à voir na Ines ou je ne sais quoi moi là? Hein? Venir na mboko yo musala ko musu ya ko sala bo monité. Musala bo monité ko sala zakaka ko recenser ba entreprise, c'est ça? Hein? Ah, je vous comprends. Donc nous sommes bozo lukanini, bobi misabiso mbongo, bobo mati sabataxe, na ba impôt, c'est ça, hein? OK, c'est bon, tu fous combien? Oh maman. Mais likamoni ni susu awa. Patron. Likamoni ni susu. Bato le balobi ba ye pona ba recenser biso. Monsieur, ezani. Patron. Biso awa tozali kaka mine, entreprise mobimba. Secrétaire nangai, chauffeur nangai, sinzili nangai moko. Papa, tozande ba agent ya Institut national de la statistique INES. Voilà. Toza bongo pour na kosala recensement général ya ba entreprise nyonso ya Congo. Et ils qui pété. Entreprise nyonso, ezala ya monene, ya moi monene, topé ya mokie, ezala bistrot ya quoi, ata malewa nyonso. C'est eux qui pété. Ah bon? Oui. Objectif na biso ezali kosala répertoire ya sika ya ba entreprise nyonso ya Congo. Répertoire? Boye. Ah bon? Namoni. Hein? Ezali kaka mayele na bino o tungisa ka biso na ba taxe na bino. Hein? On comprend bango très bien patron. Eza bongo te. Recensement général otoza kosala ezali opération moko purement statistique. Pour kaka toyeba motango. Kaka wana kaka poto yeba kaka motango. Bon, litoma na ngai na nyonso wana ezali nini? Voilà. Na kofuta combien? C'est ça. Hein? Toyebi bino hein? Ezala kaka ndengo wana. Suka oh patron toza na transporter. Oh tomé la maille. Monsieur, pesa biso. Hein? Te ndeko. Ezali ofele. Yango wana esengeli totambola na commune moko avenue moko ti na bawenze na bazandu pour na ko identifier ba activité économique.
Ezana litomba monene pona bino. Surtout bino ba chef d'entreprise. Pona koyeba malamu ba condition ya misala ya ba unité économique na RDC. Ndakisa législation, accès na énergie, mpe ba facilité ya kozwa ba financement. Pe lisusu ekosunga bino boyeba ba mpokoso nini bokoki kokutana na yango pona botombwami ya ba entreprise na bino. Esilité bokoki pe kozwa makoki ya kozwa nkonzo ya kofongola misala tope mimbongo ya sika. Suka na yango ekosunga leta ayeba kita tompe bozui oyo esalemi mpona kozwa mikano malamu mpona botombwami ya ba entreprise na bino. Ah bon? Boye. Mais c'est une bonne chose, ça, patron, hein? Recensement général ya ba entreprise esalemi kaka mpona koyeba motango ya ba unité économique mpe mpona kobongisa boyebi ya nkita ya ekolo ya biso. Pe ezali ofele yango wana. Hein? Opération sans but fiscal. Pe ba donné nyonso oyo bakozwa na biso ekozala sekele confidentiel. Mon patron, c'est bon. Allez, madame, quand ça bango va sala misala na bango. Allez, après vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cadres et agents de l'agence Galaxy Media ont profité ce samedi 6 juillet 2019 d'une activité physique. Ils ont effectué une marche de santé pour rester en forme physiquement. Parti de la gare centrale, non loin du siège de l'agence Galaxy Media, le point de chute de cette marche a été Kitambo Magasin. Voilà qui met un terme à cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis à Luozi, Kimpese et Lukala dans la province du Congo central. Merci à Landry Nyangi qui était derrière la caméra. Merci à la chef d'édition Geneviève Mizegele ainsi qu'au grand réalisateur Guillaume Mouzembe de Gonzac. Bonne suite de programme en compagnie de cette chaîne. Au revoir.